Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club de la Presse. Encore une peine pour la Côte d'Ivoire. La disparition du général Gaston Wasséna Koné, vice-président du PDCI-RDA. Le parti est éprouvé depuis le 1er août dernier. La situation au Niger, on en parle. La CEDEAO hausse le ton. La force en attente réactivée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et pour en parler, nous recevons Lansine Bakayoko, journaliste, analyste politique. Et juste après lui, Saint-Claver Oula est avec nous ce soir, journaliste, analyste politique également. Docteur Bangali Ngoran, historien, enseignant-chercheur à l'université. Et puis Jérôme Dric, journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Encore un deuil en Côte d'Ivoire, notamment au PDCI-RDA. Le vice-président Gaston Wasséna Koné est décédé. Cette disparition affecte le pays et encore plus le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui tente de se remettre après le choc du 1er août dernier. Davis Oyo. Il était aux côtés de la famille éplorée de feu le président Henri Konan Bédié le 2 août dernier. Ce jour-là, il apportait son soutien à sa famille politique et à la famille biologique du défunt. Le général Wasséna Koné, vice-président du PDCI-RDA, s'est éteint dans la nuit du mardi 8 août 2023 à Abidjan, à la surprise générale. Un décès qui intervient une semaine après celui de l'ex-président Henri Konan Bédié, dont il était le fidèle lieutenant et compagnon. Une disparition qui plonge les militants du plus vieux parti de Côte d'Ivoire dans l'émoi, avec eux, les populations ivoiriennes. Particulièrement, ça m'a choqué parce que une semaine avant, le mentor de son parti était décédé. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Vraiment, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire. La douleur que je ressens est terrible. Je ne sais même pas, les mots qu'il faut utiliser. Nous sommes venus même ce matin, nous sommes assises là, les femmes de ma coordination. On est dépassés. En tout cas, moi, c'est dans le taxi, j'ai appris ça. Où je suis venu, je ne me sens pas bien. En tout cas, moi, je ne suis pas content. Je ne sais pas pourquoi les deux se suivent comme ça. Wasséna devrait rester là, nous soutenir d'abord avant que son jour va arriver. Le général Gaston Wasséna Koné est né le 24 avril 1939 à Katiola. Officier supérieur, il a occupé successivement les postes de secrétaire d'État de l'Intérieur en 1974 et 2 fois ministre de la Sécurité sous Houphouët-Boigny et sous Henri Konan Bédié, avant d'être ambassadeur en Argentine, au Chili et en Uruguay. Considéré comme l'un des gardiens du temple de sa formation politique, le décès de ce grand serviteur de l'État, romancier et homme politique, est un énième coup dur pour le PDCI-RDA, mais aussi pour le monde politique ivoirien. Alors, messieurs, je commence par vous, Jérôme Ndri. Aujourd'hui, une autre personnalité du PDCI-RDA, le vice-président Gaston Wasséna Koné, c'est quand même une épreuve difficile pour le PDCI. Oui, c'est une épreuve difficile pour le PDCI. Une semaine, jour pour jour, le 8 août dernier, le général Wasséna Koné, malheureusement, nous a quittés. Il faut souligner qu'il était chez le président Henri Konan Bédié quelques jours avant pour la présentation des condoléances. C'était, comme l'a dit le commentateur tout à l'heure, c'était l'un des gardiens du temple. Il était coordinateur des vice-présidents, c'est-à-dire l'un des proches collaborateurs du président Henri Konan Bédié. Vu cette position, il était celui qui était sollicité pour la présentation des candidats. La preuve, c'est que quelques jours, 2 jours avant le décès du président Henri Konan Bédié, Wasséna était à Daoukro, le dimanche, pour la présentation des candidats du PDCI au régional municipal à Daoukro. À côté de cela, c'est ceux-là même qui devaient
travaillait autour du nouveau président qui a été désigné par les tests, le professeur Koubli Boni, lui et d'autres anciens, d'autres vice-présidents qui devaient travailler. Malheureusement, l'information est tombée comme un coup dur au niveau du PDCRDA. Ouassina est parti. Qu'est-ce qui se passe? On ne dira pas que c'est le sort qui s'abat sur le PDCRDA. Mais dans la vie de chaque organisation, de chaque personne, il y a ces moments difficiles qui arrivent. Mais ce qui est plus important, il faudrait que les militants puissent trouver les ressources nécessaires pour que ces départs-là ne puissent pas casser l'énergie au sein du PDCRDA. Mais connaissant le parti, je suis sûr que... On va en parler tout à l'heure, oui. On va trouver la réserve nécessaire pour pouvoir surmonter ces difficultés et resserrer encore les liens au niveau de ce parti. Docteur Bangali. Oui, le général Ouassana Koné était le plus jeune officier de l'armée ivoirienne au moment de la proclamation de l'indépendance. Il lui est revenu l'honneur d'être celui qui a fait descendre du mât le drapeau de la France et ensuite fait monter celui de la Côte d'Ivoire pour marquer symboliquement, je dirais, un nouveau départ. Au-delà de cela, on lui doit aussi aujourd'hui ce qu'on appelle la garde républicaine. On lui a confié la responsabilité de la créer. Donc, cette institution qui a accompagné le président Félix Houphouët-Boigny dans sa gestion d'un pays stabilisé. Et au-delà de cela, il a été une sorte d'ange gardien de la Côte d'Ivoire parce qu'il a servi en tant que ministre de l'Intérieur à 2 reprises. Alors, c'est une personnalité, je vais dire, qui a eu plusieurs vies. Il a été un homme des armes, mais il a été aussi un homme de la diplomatie et aussi écrivain. Cette dimension de sa vie qu'on connaît très peu. Mais aujourd'hui, on parle surtout de lui parce qu'il fait partie de cette génération, je dirais, de dirigeants du PDCI qui, après avoir été ministre, ne sont pas sortis de la vie publique. Il est resté, quand bien même il n'avait plus d'ambition au sein du parti, il est entré dans la classe de ceux qu'on peut considérer comme les modérateurs intergénérationnels. Parce qu'au PDCI, il y a 2 générations. Il y a ceux qui ont été soit ministres ou en tout cas qui ont marché avec le président Houphouët-Boigny. Et puis, il y a ceux de la 3e génération qui aujourd'hui portent des ambitions du pouvoir. Et donc, entre ces 2 générations, la première qu'on appelle généralement les gardiens du temple, et puis la nouvelle génération à laquelle il faut passer le flambeau, il fallait des hommes qui avaient à la fois, je dirais, le respect de ceux de leur promotion, mais en même temps aussi qui étaient des figures d'autorité, des références pour la nouvelle génération qui servaient de trait d'union, donc de modérateurs entre ces 2 entités du parti. Et le général Ouassana Koné était ce personnage qui était autant respecté par la vieille garde que par la jeune garde. Donc on s'attendait à ce qu'en tant que coordonnateur des vice-présidents, ce soit lui qui, en tant que gardien du temple, assure la modération des gros enjeux qui vont suivre, bien sûr, les obsèques du président Bédié. Parce qu'il faut déjà, c'est vrai, il y a un président intérimaire qui a été désigné, mais dans l'animation du parti, il faut orchestrer les choses en sorte qu'il n'y ait pas d'implosion. Et il faisait partie des piliers sur lesquels le PDCI pouvait s'appuyer. Et donc, ces piliers qui s'effondrent avant l'heure, ça laisse forcément un vide qui sera difficile à combler. Mais on espère que le PDCI a beaucoup de ressources humaines, des hommes de la trempe de Ouassana Koné. On espère qu'il y en a qui pourront peut-être porter le poids de cette modération dont le parti a besoin. L'ancien Bakaïko. Oui, moi, je pense que le ministre, j'allais dire le général Gaston Ouassana Koné, a mené une excellente vie, une vie bien remplie. Mais pour moi, ce général symbolise la fermeté, la rigueur et surtout la loyauté. Parce qu'il a quand même été secoué par beaucoup de vents dans sa carrière politique et même dans sa carrière militaire, mais il est resté loyal à la République. Je retiens de lui également que c'est quelqu'un qui a profondément aimé la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a connu des tumultes qui, grâce à lui, ont été contenus. Je pense effectivement aux années 70, où pour certains, il a réussi à nous éviter une rébellion. Pour d'autres, il a écrasé des résistants démocratiques. Mais je pense que le professeur Bangali, qui est historien sur la base des faits historiques et de la vérité, l'objectivité scientifique, vont un jour établir la vérité historique qui va être gravée dans la mémoire collective des Ivoiriens. Mais en tout cas, moi, je retiens de Gaston Ouassana Koné qu'il aura été un homme de rigueur, un homme de paix et bien sûr,
un homme qui a permis à la Côte d'Ivoire de rester debout. Et son départ va laisser un grand vide au niveau du PDCI-RDA qui est déjà secoué par le départ du président en exercice, le président Henri Konan Bédié, et un de ses colistiers les plus fidèles vient encore à partir. Mais j'ai confiance au PDCI, qui est un parti de masse, qui va savoir se retrouver et s'aimer encore d'autres Wassena Koné, d'autres Henri Konan Bédié, parce qu'il faut que la démocratie existe. Il faut que l'environnement multipartite dans lequel nous baignons, il faut que cet environnement soit nourri à la sève d'hommes politiques aguerris de la trempe de Gaston Wassena Koné et du président Henri Konan Bédié. Et je sais que le PDCI va rester dans cette dynamique parce que la Côte d'Ivoire a besoin qu'il y ait une animation au niveau de sa vie politique et que si l'alternance se passe, que ce soit une alternance de qualité. Oui, Saint-Claver. Oui, moi quand j'entends le nom du général Gaston Wassena Koné, c'est tout de suite le qualificatif de loyauté qui me vient à l'esprit. Il est resté loyal au parti, le PDCI, jusqu'à sa mort, loyal au président Félix Houphouët-Boigny, loyal à son successeur, loyal au PDCI-RDA, auquel il a, aux côtés des différents présidents, il a réussi à imprimer un certain charisme. Et, comme il a dit tout à l'heure, Dr Bangali, Gaston Wassena Koné au PDCI, c'était ces personnes-là qui étaient des personnes de référence, des personnes qui jouaient les médiateurs lorsque deux générations arrivaient à s'entrechoquer. Donc, pour moi, il est d'abord cette personnalité, et puis avec sa mort, il part avec quand même un pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il n'a pas vraiment pris la peine de nous compter, nous autres qui sommes de la jeune génération. C'est peut-être pour ça que Lansana Bakayoko ramenait la balle dans le camp de l'historien, Dr Bangali, tout à l'heure. Oui, je pense que... Qui va réagir, hein, évidemment, quand Oula aura fini. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu vraiment cette affaire que mon confrère Bakayoko a évoquée tout à l'heure, l'affaire Guébié. On aurait bien voulu que lui-même, il prenne sa plume et qu'il nous fasse un témoignage qui, nous, aujourd'hui, nous aurait nourri à beaucoup de choses. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, bon, il part à l'âge de 84 ans. Je pense que le général Wassena Gaston, même si sa mort, elle est malheureuse, il a vécu. Il a vécu pour nous qui sommes conscients aujourd'hui que la moyenne d'âge est moins que ça. Nous pensons qu'il a apporté quand même son expérience, il a apporté son expertise à la Côte d'Ivoire et à la jeune génération d'officiers. Beaucoup sont aujourd'hui aux commandes de notre armée. Je pense qu'il a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Oui, Dr Bangali. Oui, forcément, le nom ou en tout cas la carrière du général Wassena Koné est forcément associée à la manière dont cette crise a été gérée. Mais il faut rappeler qu'il y a une distinction à faire entre la personne, donc les valeurs que ce fils, je dirais de la première génération d'Ivoiriens qui ont été au service de la construction de la nation, peuvent incarner. Et c'est, disons, les obligations que lui imposait son statut au moment où les événements se produisent. En tant que, je dirais, contributeurs de la construction de la nation ivoirienne, ils ont été certainement confrontés à ce défi de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en tout cas post-indépendance, qui était une sorte de construction artificielle de peuples qui avaient pour particulier, disons, leurs différences, tiennent en un seul corps pour devenir une nation. Ils avaient cette obligation de s'engager dans le sens de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'implosion. Alors, le ministre de l'Intérieur a, je veux dire, la responsabilité d'assurer la sûreté intérieure de l'État. Et dans cette fonction, il a des obligations, il répond à un certain nombre d'obligations vis-à-vis du chef de l'État. Donc je pense que s'il y a un procès, parce que c'est à cela souvent que ça donne l'impression, s'il y a un procès à faire de la personne, étant donné qu'il était dans une posture d'exécution
des ordres de l'exécutif, il faut plutôt remonter vers les donneurs d'ordre. Mais je pense que la crise du guébier est une affaire hautement délicate. Ça fait partie des pages sombres de la République de Côte d'Ivoire à ses premières heures. Je ne pense pas que ce soit l'occasion aujourd'hui, alors qu'on est censé rappeler, honorer la mémoire de celui qui est parti, d'entrer dans les détails, mais je considère que ce qu'il a fait, ça a été sa contribution à la construction de l'État-nation de la Côte d'Ivoire, et que cela a été apprécié comme étant une contribution positive ou négative, c'est selon la position à laquelle... La position idéologique qu'on adopte. Si on est proche de l'opposition de cette époque-là, on considère qu'il a été une sorte de bourreau pour une portion de la Côte d'Ivoire. Et puis si on se trouve plutôt du côté du parti qui était au pouvoir en ce moment-là, il est plutôt célébré comme un héros qui s'est engagé avec une certaine fermeté pour que la Côte d'Ivoire tienne en tant que nation. Donc il y a cette ambivalence de la lecture de la même histoire en fonction de la position idéologique où on se trouve. Justement, c'est cet homme, ce modérateur dont vous parlez. Là, nous revenons maintenant au PDCI d'après toutes ces épreuves depuis le 1er août. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le modérateur donc, qui part, le modérateur pour emprunter vos mots qui part, mais il était beaucoup plus vu, je dirais, comme le successeur potentiel du président Henri Konan Bédié, en tout cas pour certains. Finalement, c'est peut-être un déséquilibre. Oui, c'est forcément un déséquilibre parce que le départ, c'est toujours un vide, parce qu'on peut avoir d'autres cadres de qualité pour le remplacer, mais comme Ouassena connaît, il n'y a qu'un seul modèle, qu'une seule version. C'est un homme d'abord, avant tout, loyal et désintéressé. C'est très important parce que le PDCI aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux partis oufouettistes. Et en fonction de la manière dont le PDCI va gérer cette traversée des déserts ou cette transition, le parti donnera des prétextes à certains frustrés de basculer dans ce qu'on peut considérer comme le deuxième parti oufouettiste qui demeure pour une alternative. Donc, il y a l'obligation aujourd'hui de gérer cette période de flottement avec une certaine rigueur, avec une certaine hauteur que le général Ouattara Koné avait, en tout cas pour lequel il était quand même réputé. Aujourd'hui, le fait qu'il parte laisse un vide, mais je pense que le président Bédié nous a enseigné une chose, c'est qu'il est parti en ayant préparé un héritage, un successeur. Ce successeur-là, ce sont les tests du PDCI-RDA. Parce que le président Bédié, on en parle toujours comme un économiste de formation, mais il était aussi avocat. Et le dernier acte politique qu'il pose, l'acte politique majeur qu'il pose avant de partir est prémonitoire. C'est le 7e congrès extraordinaire du PDCI qui s'est rassemblé en mars 2023, durant lequel ils ont, disons, à l'époque, j'ai interrogé un des leaders du PDCI. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on convoque une machine aussi lourde que le PDCI juste pour modifier un seul article dans les statuts et règlements intérieurs? Ils disent qu'ils ont fait le tout, ils se sont rendus compte que c'était la faille qui était dans leur test. Et donc, il fallait corriger cette faille avant les élections de 2025. Alors que, de manière prémonitoire, c'était le coup de revoir du président Bédié à son parti. Et donc, le dernier geste pour lui, ça a été de corriger une faille dans leurs tests, parce qu'ils voulaient laisser des tests solides. Et donc, au-delà des hommes, le PDCI peut traverser... Vous parlez de la succession. Absolument. Que ce soit la succession à la tête du parti, parce qu'il y a deux enjeux, la succession comme la candidature que la Convention doit désigner pour les élections de 2025. Dans les deux cas, je pense qu'il faut s'appuyer sur les tests du PDCI. À partir du moment où tout se fait dans la transparence et dans les tests, quelles que soient les personnes qui sont désignées ou qui sont amenées à conduire cette transition ou en tout cas cette période de flottement, à partir du moment où le PDCI s'appuie sur ces tests, le PDCI traversera cette période comme elle a survécu au décès du président Félix Houphouët-Boigny, comme le PDCI a survécu à un coup d'État, le PDCI a survécu à une guerre civile. Et donc je pense qu'en s'appuyant sur ces tests, effectivement, le PDCI peut tranquillement traverser malgré que ces personnes auraient pu apporter une contribution importante. Oui, Jérôme qui réagit. Un peu ce que le docteur a dit. Concernant les tests, c'est vrai, c'est l'héritage que le président Henri Konan Bédié a laissé au PDCI-RDA. Concernant le 7e congrès extraordinaire, c'était pour adapter les tests avant le prochain congrès extraordinaire qui devait se tenir en octobre. Malheureusement, avec le décès du président Henri Konan Bédié, les tests prévoient que l'intérim soit assuré pendant 6 mois
Et pendant ces 6 mois, le président intérimaire qui est là, le professeur Boni, a 6 mois pour pouvoir organiser ces élections. Revenant maintenant au cas Ouassena, il faut souligner qu'au sein du PDCRDA, il y a, comme on l'a dit ici, un groupe de personnes qui sont chargées de garder la maison. On a Ouassena, on a le ministre Bombé et bien d'autres, et qui tiennent quand même au respect scrupuleux des tests. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez vu la petite transition qui a été faite juste après le décès du président Henri Konan Bédié. Le secrétariat s'est réuni avec le vice-président pour appliquer ces tests-là. Et dans ces tests, comme je l'ai dit ici la fois dernière, l'article 40 et 43 dit qu'au décès du président Henri Konan Bédié, c'est le plus âgé, c'est le doyen des vice-présidents. Cela a été appliqué. Et je pense que sur cette base, les tests vont continuer à s'appliquer pour éviter qu'il y ait une implosion au sein du parti, au sein du PDCRDA. Et le PDC que je connais, je pense que le PDC a traversé plusieurs difficultés. On a eu le décès du président Henri Konan Bédié, le décès du président Soufou-Boigny d'abord, au décès d'Henri Konan Bédié. Oui, Bangali en a parlé tout à l'heure, mais les contextes étant différents, aujourd'hui c'est d'autres réalités, surtout à une semaine près. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour le PDCRDA, surtout que quelqu'un était pressenti. Quelqu'un est pressenti, mais pour l'instant, au PDCRDA, il y a des défis qu'il faut essayer de... Le premier défi, c'était de pouvoir assurer l'intérim. Ça a été fait. Le deuxième défi, le PDCI a des élections municipales et régionales. Ensuite, nous avons les élections sénatoriales. Après ces premières étapes-là, le PDCI va chercher maintenant à organiser le 13e congrès pour l'élection du président du parti. Parce que celui qui a été désigné, il n'a su qu'un intérim. Il n'a que 6 mois pour pouvoir assurer cet intérim. Donc il y aura l'organisation du congrès. C'est ce congrès qui va désigner le président. Et ce sera une élection, comme on le fait au sein du PDCA, une élection pour désigner le prochain président du parti. Après cela, il y a la convention maintenant pour désigner le candidat. Très souvent, on fait un peu l'amalgame entre le candidat et le président du parti. C'est le congrès qui désigne le président du parti. Et c'est la convention qui désigne le candidat du parti. Il faut éviter de faire la marche. Que cela soit clair. Oui, c'est clair. Je pense que tant que le PDCI restera accroché aux tests, ou tous ceux qui ont cette responsabilité de conduire les choses resteront accrochés aux textes et que la parole sera donnée à tout le monde, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crainte. Le PDCI aujourd'hui est face à des défis. Vous êtes sans ignorer les difficultés que ce parti a connues depuis en griffe la séparation avec son allié au RHDP. Et donc, Bédié et ses conseillers et ses proches collaborateurs et bien d'autres personnes, ils étaient en train de reformer le PDCI et puis faire appel à des nouvelles compétences, à ce qu'ils appellent des jeunes au sein de ce parti. Et les choses étaient vraiment bien en route. Et puis malheureusement, il est décédé. Et une autre personne aussi, qui est un garant de la maison, l'a suivi, parlant du général Gaston Ouassena Koné. Je pense que les cadres de ce parti sont conscients des défis. Et ils sont conscients de ce qu'il faut garder l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, de ce qu'il faut garder l'héritage que Bédié a laissé. Et donc, quand ils vont aux élections aujourd'hui, je pense que c'est un discours pour galvaniser les militants du PDCI qu'ils vont aller leur tenir, faire en sorte que Bédié ne meure pas une deuxième fois. Vous voyez, et je pense que c'est d'autant plus intéressant que cela va mobiliser les militants pour aller aux urnes, pour montrer un certain orgueil. Et donc, après, comme il a dit tout à l'heure, ils pourront se retrouver et accrocher aux tests, ils pourront tout simplement faire en sorte que le PDCI tienne et que le PDCI continue de garder son rôle de parti, de premier parti de la Côte d'Ivoire et de parti qui a donné beaucoup de cadres, qui a relevé beaucoup de défis en matière de développement de ce pays. L'enseigné, Bakayoko? Bon, j'ai entendu tout le monde dire que le président Bédié laisse en héritage
les textes. Mais je ne pense pas que les textes seuls suffiront pour garantir la survie, la continuité du PDCI-RDA. À mon avis, il va falloir que les gens du PDCI puissent au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir, en tout cas, taire les ambitions. Mais vous savez que la vie politique, ce sont d'abord et avant tout les ambitions. Donc je ne pense pas que le combat pour l'unité du parti après le départ du président Bédié soit garanti. Et plus est, le général Ouassena Koné, qui était une sorte de conscience morale du parti, lui aussi s'en est allé. Et donc le choc des ambitions, ce combat-là va forcément avoir lieu. En tout cas, cette guerre-là aura forcément lieu. Je ne pense pas que quelqu'un puisse... mais il faut faire le distinguo entre le PDCI en position de pouvoir et le PDCI aujourd'hui dans l'opposition. Parce que la première alternance à la tête du PDCI-RDA a lieu en 1993, où le PDCI était en position de pouvoir. Et le président Bédié, qui lui-même, l'alternance au niveau du parti, s'est confondu avec l'alternance au niveau de la gestion du pouvoir étatique. Mais je crois que le schéma est aujourd'hui différent. Il y a un autre parti qui est au pouvoir et le PDCI est dans l'opposition. Et c'est dans cette opposition-là que l'alternance doit se faire aujourd'hui. Et quand on sait que c'est un parti qui est très conservateur, en tout cas gérontocrate, je ne vois pas comment ce parti pourra garantir son unité autour d'un jeune. La preuve, j'ai entendu tout à l'heure que c'est le général Gaston Ouassena Koné, du haut de ses 84 ans, qui a une excellente vie, une belle vie, qui était pressenti pour succéder au président Henri Konan Bédié. Ce que certains disaient. Oui, c'est ce que certains disaient. C'est pas n'importe qui le dit sur le plateau. Non, mais... Ce n'est pas n'importe qui le dit. On va laisser l'enseigner terminer. Je peux finir. L'enseigner terminer. C'est Jérôme qui le dit, c'est pas n'importe qui. En tout cas, à ma connaissance. J'ai dit certains. Oui, mais je ne dis pas on a autre bien chose. précisé. Tu as dit qu'il était pressenti. Même si vous dites que c'est certains qui le pressentaient, mais en tout cas, moi, je simplifie pour dire qu'il était pressenti. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'enseignant? Je vais dire que au PDCI, pour être à la tête, soit, si vous êtes en position de pouvoir, l'alternance se fait, les deux alternances se font en même temps, mais aujourd'hui, il est difficile pour le PDCI de vouloir faire du neuf avec des anciens. Toi, tu le dis. Parce que si c'est ce que tu observes. Si c'est sur le général Ouassena Koné, on comptait pour garantir l'alternance du président Bédié, je pense que ce parti sera totalement en rupture totale, avec les défis du futur. Donc je pense que le PDCI a besoin de faire sa mue, mais je le répète, je veux que ce parti subsiste à ses pères fondateurs, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit se nourrir de la sève multipartisane. Et ça, nous sommes les garants de la compétition politique qui doit être ouverte et inclusive. Bon, d'accord. Je vois que vous voulez réagir, mais finalement, c'est peut-être le même argument qui va être développé. Tout à l'heure, dans son développement, il a dit qu'il faudrait que les gens taisent leurs ambitions. Mais on peut pas... Chacun a des ambitions. On ne peut pas demander à un militant du PDCI de taire ses ambitions. Peut-être pour la période de deuil, je pense, non, au moment où le parti est éprouvé par quand même deux personnalités qui partent. Tant qu'on reste accroché aux tests, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, il a parlé de prendre du vieux pour faire du neuf. Je pense que tant que les tests permettent à tout le monde d'être candidat, il y a des conditions qui sont là. Si les tests disent celui qui a 80 ans peut se présenter, tout comme celui qui a 34 ans ou 35 ans peut se présenter, ben voilà, c'est aux militants de juger qui peut être conduit les destinées de leur parti. D'accord. Jérôme, on va aller vraiment rapidement. D'accord. Peut-être la CINE, il souhaite qu'il y ait peut-être une guerre au sein du PDC pour que le PDC s'implose. Bon, pas du tout. Je pense que... on ne va pas se prêter des intentions, mais il faut quand même développer votre avis. J'observe ce qu'il dit. Votre argument. Voilà. Mais ce que je voulais souligner, je n'ai jamais dit que c'était Ouassena qui devait prendre le parti. On a été bien clair ici pour dire qu'au sein du PDCDA, il y a les tests qui sont respectés. Et les tests disent qu'il y a un congrès qui doit se tenir dans 6 mois.
dans 6 mois. Et au PDCI-RDA, pour assurer la CINE, il n'y a pas de guerre de génération. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, Ouassina était celui qui était comme le pont entre les deux générations. Il était très écouté au niveau des deux générations. Il était très écouté au niveau des deux générations, il était très pondéré. C'est quelqu'un qui parlait peu, quelqu'un qui savait maîtriser la situation quand il y avait des chocs d'ambition. Il savait comment gérer certaines crises en interne. Donc il était très écouté. C'est pourquoi, comme on l'a dit, certains le pressentaient comme celui qui pouvait prendre le parti après le président Henri Konan Bédié. Mais au sein du PDCI, les ambitions ont toujours existé. Mais ce qu'il faut dire, que ce choc des ambitions n'a jamais créé, n'a jamais implosé le parti. Le parti a fait face à plusieurs défis. Non, mais ces ambitions ont toujours été écrasées par les anciens. Ça, c'est clair et net. Non, ça, c'est ce que tu observes. J'observe que toutes les ambitions des jeunes ont été écrasées par les anciens. Ça, c'est clair et net. C'est le respect des tests. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dit empêcher un jeune de pouvoir exprimer une ambition. C'est le PDCI-RDA, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. D'accord. Alors, je pense que sur la question, on est... C'est ce que je sais. Mais je voudrais terminer pour dire que c'est vrai, il aura des ambitions, mais je pense que toutes ces ambitions vont s'exprimer peut-être au Congrès ou à l'élection du président du parti. Oui. Bangali, vraiment rapidement pour terminer sur la question. Rapidement, je pense que s'il y a des écueils aujourd'hui qui se présentent au PDCI-RDA, ce n'est pas surtout une guerre entre générations, mais c'est surtout la question de l'ethnicité, donc du régionalisme, parce que le PDCI, aujourd'hui, a pour bastion électoral le Baoulé. Et on sait que les 2 premiers présidents emblématiques du parti ont été des gens de cette ethnie. Et donc, si on part dans des raisonnements du genre, celui qui doit continuer de diriger le PDCI parce que son bastion, c'est le Baoulé, il faut forcément un Baoulé, il aura forcément une manière... je veux dire, durant le congrès, de gérer les candidatures, de gérer la transparence électorale. Et si ça laisse des doutes, ça peut créer des mécontentements. Et d'ailleurs, ça a été le premier motif de la sortie d'une partie de cette formation qui allait faire naître après le RDS. Je pense que c'est pourquoi on en revient toujours aux tests. Il faut appliquer ce que disent les tests dans la transparence. Donc, il ne faut pas donner des prétextes à des mécontents de partis ailleurs. Donc je pense que si les tenants du parti, quel qu'il soit, quelle que soit la personne, s'ils comprennent ces enjeux de transparence, de respect des tests, il n'y a pas de problème que les choses se passent mal. Ouais. D'accord, alors on a vraiment fait le tour sur la question. On va sortir du pays parce que le temps vraiment court très vite et parler de la CEDEAO qui met la pression sur les putschistes au Niger. Les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine réunis au Nigeria ont décidé de réactiver la force en attente. Davis Oyo. De la CEDEAO à la junte nigérienne, l'option militaire est activée. L'organisation régionale a ordonné le déploiement de sa force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger après le coup d'État du 26 juillet dernier. Les différents plans et concepts de l'opération présentés par le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO ont été validés. Information donnée jeudi dernier à l'occasion du sommet extraordinaire organisé par le bloc régional à Abuja, au Nigeria. Le blocus économique est également maintenu. Entre autres, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Fermeture des banques, suspension de toutes les transactions commerciales et financières, y compris la diminution des fournitures d'électricité. Ces sanctions sont les conséquences de l'échec des dialogues initiés par la CEDEAO. Ces mesures visent à amener le nouvel homme fort du Niger à libérer sans condition le président Bazoum et sa famille en vue de sa réinstallation dans ses fonctions de président du Niger. Pour l'heure, chaque pays membre de la CEDEAO, hormis la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, prépare ses contingents pour une intervention au Niger dès l'autorisation de la CEDEAO. Alors, messieurs, on en a parlé la semaine dernière. On revient sur la question. Je pense qu'on avait deux personnes qui étaient là avec nous. Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Enfin, c'était attendu. L'intervention de la CEDEAO et les chefs d'État sont d'accord. Les chefs d'État sont d'accord, mais je pense que l'évolution de la situation nous donne raison. Nous qui avons souhaité et demandé à ce que la diplomatie se poursuive, même si la diplomatie se fait avec... la fusil sur la tempe, il faudrait que la diplomatie se poursuive. Bon, certains ont cherché à nous contredire sur le plateau aujourd'hui, mais quand tu regardes avec l'évolution de la situation, il n'y a pas d'autre issue que la diplomatie. Ça, c'est mon avis personnel. C'est vrai, les chefs d'État, même au niveau du bloc africain, ceux qui sont pour l'intervention,
les positions commencent à s'émietter à ce niveau-là. Même au niveau du bloc occidental, aujourd'hui, on nous dit que les États-Unis et l'Amérique ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à cette situation au Niger. C'est pourquoi, pour nous, la voie diplomatique serait la meilleure voie pour pouvoir trouver une issue heureuse à cette situation. Ouais, bien en même temps, il faut rappeler que la diplomatie n'est pas rompue et rappeler aussi que les putschistes ont plusieurs fois refusé de recevoir les délégations de la CEDEAO. Aujourd'hui, les putschistes ont reçu un groupe de religieux pour pouvoir avancer un peu sur ce dossier. Finalement, est-ce qu'on avance vraiment sur le plan diplomatique? La diplomatie, c'est à des petits pas. La diplomatie se fait de façon discrète, avec des petits pas, mais les résultats peut-être ne sont pas visibles tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on avance, peut-être on verra les résultats. Mais vouloir aller faire une intervention sans avoir le contour de la situation, pour nous, c'était vraiment risqué pour la CEDEAO. Oui. Et l'enseigné? Bon, vous demandez de privilégier la voie diplomatique, pas que nous sommes des vats en guerre, pas que nous souhaitons qu'il y ait le coup de feu à Niamey. Mais la diplomatie, oui, mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la validation du régime militaire qui a rompu le processus démocratique. Voilà les enjeux, voilà le nœud du problème. Nous ne disons pas que la diplomatie n'est pas une option. Bien sûr que c'est une option. Mais nous disons que la diplomatie, seulement que la diplomatie ne permettra pas d'obtenir les objectifs escomptés. C'est-à-dire restaurer Bazoum dans ses fonctions. Voilà ce que nous disons. Donc, nous, il ne faut pas... parce que si la diplomatie... D'ailleurs, cette junte, elle n'a rien de diplomatique. Parce qu'au moment où vous demandez, vous demandez un règlement diplomatique, vous posez des actes qui vont à l'encontre de cette diplomatie. Mais le contentieux n'est même pas encore réglé. Vous nommez un Premier ministre, vous formez un gouvernement, et vous tenez un conseil des ministres. Ça dit que vous voulez mettre les gens devant le fait accompli. Mais attention, nous ne sommes pas des niais quand même. Donc, nous, notre problème n'est pas que on ne scrute pas les voies diplomatiques. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement que Bazoum doit retrouver son fauteuil parce que ce fauteuil lui est dû. Et que ceux qui ont fait intrusion dans l'espace politique n'en avaient pas le droit. Voilà ce que nous disons. Docteur Bangali. Alors, je considère que dans la hiérarchie des normes, que ce soit au niveau national ou au niveau international, la première valeur qu'il faut défendre, c'est d'abord la vie humaine, avant des modèles de gouvernance. La démocratie, et encore, de quelle démocratie il s'agit en Afrique? C'est une démocratie dysfonctionnelle. On ne peut pas mettre la vie des Nigériens en dessous d'une démocratie, un modèle de démocratie dysfonctionnelle. Nous pensons que la CEDEAO est entrée dans cette crise de la manière la plus condamnable possible, en commençant par ce que ces textes même prescrivent comme étant l'exception, donc la fin, donc le scénario du pire. On ne peut pas commencer, si vous voulez, un échange avec des interlocuteurs en commençant par fixer un ultimatum assorti des menaces d'agression. Parce qu'on évite le mot, mais il s'agit dans cette forme-là d'une agression contre un État souverain. C'est une opération de police. Non, c'est une opération de police. On n'utilise pas l'armée pour aller faire des opérations de police. Il s'agit d'une agression. Et cela est illégal au vu des textes de la CEDEAO. Son traité, notamment le traité de 1975, comme celui révisé de 1993, pose le principe de non-agression entre États membres. Mais il ne s'agit pas d'agression. Le deuxième principe, c'est le principe des sanctions graduelles. Non, il ne s'agit pas vous ne pouvez pas commencer à renverser les valeurs, vous commencez par la fin. Aujourd'hui, on est dans une situation... Est-ce que quand la police va dénicher des bandits, on parle d'agression? Allez-y. Docteur Bangali, je pense effectivement qu'il est bon effectivement qu'on s'entende. C'est une opération de police. Est-ce que le traité que vous citez, puisque ce n'est pas une guerre entre États, donc par exemple un État X qui agresse le Niger, ou comment on peut bien comprendre ce traité dont vous parlez? Il s'agit d'une guerre interétatique dans cette formulation. Et c'est la raison pour laquelle M. Bola Tinubu, président du Nigeria, a pris le soin d'aller consulter le Sénat. Parce que selon la constitution du Nigeria, par exemple, pour engager les forces de défense nationale sur un territoire étranger, il assimile cela à une déclaration de guerre. Et pour pouvoir déclarer la guerre au Niger, le Nigeria, selon sa constitution, est tenu d'avoir une autorisation du Sénat. S'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, pourquoi M. Bola Tinubu se croit obligé
d'aller demander l'accord d'abord du Sénat, accord qui n'a pas reçu d'ailleurs, parce que à peu près plus de 80%, à peu près 90% de ceux qui ont voté se sont opposés et ont demandé au président de privilégier la voie de la négociation. Aujourd'hui, cette tonalité qu'a imprimée M. Bola Tinubu peut se comprendre parce qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la démocratie. Depuis 3 années en arrière, le Nigeria est engagé dans un vaste projet de gazoduc. Depuis que la desserte de l'Europe à la Russie a été sabotée à travers Nord Stream 2, l'Europe a décidé de réorienter son approvisionnement en gaz vers les pays du Sud. Et le Nigeria, qui a 2000 milliards de mètres cubes de gaz à évacuer, a postulé à cette offre-là et a obtenu un contrat, de sorte qu'il faut construire un gazoduc qui part du Nigeria, qui traverse le Niger et qui aboutit à l'Algérie et se connecte à travers la Méditerranée à l'Europe. Et ce projet-là a été bouclé l'année passée par la signature d'un mémorandum entre le ministre des Mines et Pétrole. Quel est le rapport entre la décision de la CEDEAO et ce qui va se passer? Oui, j'allais en venir. Pour le Nigeria, aujourd'hui, l'arrivée des militaires au pouvoir au Niger signifie simplement la mort de ce projet du pays. En sorte que le fait d'entrer dans cette crise avec cette dose de violence qu'il a voulu imposer donc, à toute la CEDEAO, a échoué parce qu'en fait, c'est une forme d'intimidation. On espérait qu'en mettant un ultimatum et en menaçant la junte, comme cela a marché en Gambie, l'intimidation puisse conduire au fait que ces personnes-là relâchent le président et lui, en tout cas, le remettent en place. Mais comme ça n'a pas marché, aujourd'hui, M. Bola Tinubu utilise en même temps un ton pour la CEDEAO et en même temps, il parraine des négociations à partir des Docteur Bangali, quand vous ramenez la décision de la CEDEAO au seul président du Nigeria, est-ce que ce n'est quand même pas trop réducteur? Est-ce que ce n'est quand même pas trop amené à un intérêt trop personnel, alors que c'est quand même plusieurs chefs d'État qui se sont rencontrés à Abuja? Avant vous, Oui, vous savez, moi, quand j'ai entendu le discours, j'allais dire guerrier de la CEDEAO, l'ultimatum, la menace, je me suis dit, mais diantre, est-ce que ce n'est pas Macky Sall qui va en Russie pour demander aux Russes qui se positionnent comme médiateurs, demander aux Russes d'arrêter de faire la guerre avec l'Ukraine? Est-ce que ce n'est pas Embalo, le même Embalo dans la CEDEAO qui s'est rendu en Russie et autres pour demander à être médiateur? Pourquoi ils vont chez les autres leur demander de faire la paix et chez eux-mêmes, en interne, ils font le contraire, ils emploient la violence. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre cela. Je me dis encore, pourquoi est-ce que un président qui est disciple de Félix Houphouët-Boigny, homme de paix, et qui fait appeler son parti politique Oufouettis, pourquoi est-ce qu'il se joint à cette initiative pour employer tout de suite le discours guerrier? Je n'arrive pas à comprendre cela. Pour dire quoi? Que la CEDEAO devait y aller d'abord. Et puis, attendez, ils veulent ramener, comment il s'appelle, Bazoum au pouvoir. Mais Bazoum, il est où? Bazoum, il est entre les mains des putschistes. Vous savez où se trouve le palais présidentiel? Le palais présidentiel se trouve dans une base militaire. Mais comment vous faites? C'est-à-dire, vous rentrez comme dans du beurre et vous prenez Bazoum, vous le déposez avec tous les dégâts que cela entraîne. Mais là où vous allez, le Niger, il est adossé à trois foyers de tensions djihadistes. Il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, mais qui n'attendent que ça. Aujourd'hui, la Libye est irrécupérable. Vous pensez aller imposer la paix, mais vous ouvrez la voie aux djihadistes. Les djihadistes, ils ont déjà frappé en Côte d'Ivoire. Ils frappent chaque jour au Mali, ils frappent au Burkina. Ils n'attendent que ça. Mais vous créez des frustrations dans des populations qui sont déjà appauvries et qui seront recrutées par des djihadistes. Mais il n'y a que ça. Et moi, je prends Bazoum au mot quand il y a eu la transition au Tchad. Dans le salon feutré de l'Élysée, Bazoum, quand il a été reçu par, comment il s'appelle, Macron, il a dit qu'il faut faire l'économie de l'application de la Constitution au Tchad.
Il a dit et c'est sorti de sa propre bouche. Mais il faut que la CEDEAO, ou du moins quelques présidents qui emploient un discours va-t-en-guerre, il faut qu'ils renoncent à ces discours va-t-en-guerre. D'ailleurs que cette CEDEAO, avec ses présidents qui sont déjà, qui ont une instabilité politique dans leur pays, Macky Sall, au niveau du Sénégal, avec l'opposition, qui fait des morts, Ambalo, qui vient d'être battu proprement au Parlement, son parti qui recueille... Là, on glisse en fait sur un autre sujet, surtout en politique interne. Quand on veut aller nettoyer dans la maison de l'autre, il faudrait que nous-mêmes, dans nous-mêmes, notre propre maison, on soit exemplaires de sorte à ce que l'opinion nous reconnaisse une certaine crédibilité. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs la population nigérienne, elle se mobilise, elle est liguée. C'est pour ça. Sinon, vous pensez que les putschistes, les populations qui se lèvent là-bas au Nigeria, ils sont tous forcément pour les putschistes qui sont là? Non. Ils se liguent par rapport à ceux qui veulent leur donner des leçons. L'enseigné. Bon, je crois que j'ai quelques points à relever. D'abord, je vais commencer par le dernier point. Vous donnez l'impression que la légitimité de la junte se trouve dans les mobilisations factices qui ont lieu ici à Niamey. Je dois signaler que la dernière manifestation pro-putschiste a fait 30 000 hommes. Bazoum a été élu avec 2 700 000 hommes. Je dois admettre, je dois observer que Niamey est un fief de l'opposition, notamment du Modem Lumana de Hama Amadou et du CDS, l'ancien CDS qui est devenu RDR Tiandji de Mahaman Ousmane, qui sont majoritaires dans la capitale. Mais Niamey n'est pas le Niger. Il y a plusieurs autres villes. Il y a Tilaberi, il y a Dosso, il y a Difa, oui, mais il y a Imouratel, il y a des choses. Où sont ces personnes aujourd'hui? Qui sont là aussi. Mais je te dis que Bazoum a été élu avec presque 56% de suffrage. Non, ils sont même allés au deuxième tour. Non, s'il te plaît. Non, s'ils sont même allés au deuxième tour, il a battu Mahaman Ousmane qui a eu 44% au deuxième tour. Et donc, je veux dire que la légitimité populaire se trouve dans les urnes et Bazoum là. Deuxième point. Vous parlez de viaduc et de gazoduc qui passerait par le Niger. Donc, ça veut dire que c'est sur la base de ce chantage qu'on doit laisser. C'est une sorte de chantage. Non. Comme le gazoduc va passer chez nous, nous allons commettre un pogrom et puis ça passe. Oui, pour que ça passe. Non, je suis en train de caricaturer, oui. Non, on peut le laisser terminer, s'il vous plaît. Il va terminer. Mais moi, j'aimerais poser la question de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui, par rapport aux populations nigériennes, quel est l'intérêt par rapport à notre sous-région? Quel est l'intérêt pour la CEDEAO d'aller intervenir militairement au Nigeria? Ok, la réponse est, quel était l'intérêt de cette junte de renverser un régime qui a été démocratiquement élu seulement en 2021? Quand vous allez répondre à ça, vous allez trouver la réponse à votre question, à votre questionnement. Donc, ce que je veux dire, vous êtes en train de dire que... Non, mais écoutez, ça ne va pas être un monologue quand même. Okay, laissez-le terminer. On n'est pas dans un monologue. Je veux dire, vous parlez d'illégitimité de ceux qui vont intervenir. Je dois avouer que, je dois dire que la Côte d'Ivoire, même tout comme le Sénégal, agissent dans un cadre communautaire. Ils n'agissent pas de leur propre chef. Ils ne disent pas avec des velléités bellicistes qu'ils vont aller déloger le général Tchiani pour y installer Bazoum. Mais ils sont dans un cadre régional et la Côte d'Ivoire est très respectueuse des règles de la communauté. La Côte d'Ivoire ne jouera pas les traîtres vis-à-vis de cette communauté. Donc voilà quelques éléments de réponse qu'on peut donner pour justifier la Messieurs, vous aurez une minute chacun. Une minute chacun. Vraiment, il faut qu'on soit équitable. Je vais insister on commence par Jérôme. Sur ce que le docteur a dit. Le docteur voulait dire qu'au niveau de la CEDEAO, il ne fallait pas commencer par les menaces. Il fallait commencer par la négociation avant de pouvoir peut-être durcir le ton. Mais bizarrement, ce que nous avons constaté au niveau de la CEDEAO, on a durci le ton avant de pouvoir chercher à négocier. Mais la Cine, aujourd'hui, à quel moment la CEDEAO a commencé à négocier avec... Non, on va laisser terminer. Chacun aura une. La CEDEAO a essayé de négocier. Il a dit... Vous aurez vos Ils ont donné l'ultimatum, c'est après l'ultimatum. Et quand l'ultimatum a expiré, la CEDEAO a essayé d'aller négocier. La délégation n'a pas été reçue. Bangali, non. Les partis n'ont pas été reçus.
Mais on a dit... Ceux qui ne reçoivent pas les gens, c'est ceux-là que comme on reçoit... Voilà. Comment vous commencez à mettre en application les sanctions? Il y a coupure d'électricité à Niamey. On commence à mettre en action les sanctions et puis vous allez discuter avec les personnes qui ne vont pas vous recevoir. On aurait dû commencer par la négociation. Vous avez brandi qu'on appelle l'épée et puis maintenant vous voulez négocier. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est sur ça que nous ne sommes pas d'accord. Merci, Jérôme. C'est votre avis, c'est ce que vous voulez dire? Oui, moi je pense que au cours même du temps, les présidents ils commencent à comprendre parce qu'il y a le président de Cap-Vert qui s'est désolidarisé officiellement. Avec ses 200 000 habitants. Donc, s'il vous plaît, vous aurez à parler. Oui, oula. Désolidarisé. Il y a Fort Yassingbe qui n'est pas partant pour cette opération militaire. Il a même effectué un déplacement au Niger qui n'a pas été apprécié par ses pairs, qui le lui ont signifié. Donc, c'est pour vous... Et puis déjà, le Mali, le Burkina et la Guinée même déjà sont en marge de cette CEDEAO. Donc, c'est pour vous dire que la CEDEAO est en train pour vous, c'est mal embarqué, d'accord. C'est mal embarqué. Docteur Bangali, monsieur, vous avez terminé. La CEDEAO s'est mise dans une posture où si on veut faire évoluer la situation au Niger, il faut dessaisir carrément la CEDEAO de ce dossier. Absolument. Parce que dans l'espace international africain, il y a la CEDEAO et l'Union africaine. On considère que tout ce qui concerne le Niger, c'est vrai, le Niger c'est une emprise géographique de la CEDEAO, mais sont impliqués au Niger un certain nombre d'acteurs internationaux qui sont hors CEDEAO, ce qui fait que gérer le dossier du Niger doit relever au moins de l'Union africaine. Parce que se trouve directement impliqué l'Algérie, qui n'est pas... Qui a endossé les sanctions de la CEDEAO. Oui, mais qui s'est opposé à l'idée d'une intervention militaire, ouvertement. Il y a également le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui, à son mot, a dit dans l'idée d'une intervention. Parce qu'aujourd'hui, le chaos qui est devenu la Libye, les premiers pays qui en payent le prix, ce sont les pays frontaliers. Et au-delà de cela, on a une armée des États-Unis à l'intérieur du Niger et une armée de la France qui est l'acteur qu'on devine pousse, disons, toute initiative d'option militaire dans le dos parce que la CEDEAO, finalement, aujourd'hui, est devenue une structure qu'on perçoit comme étant inféodée à une politique internationale de l'Est colonisateur. Donc, je pense que pour cette raison-là, il faut dessaisir la CEDEAO. Le Sahel, aujourd'hui, est un enjeu de géopolitique internationale. Il faut dessaisir la CEDEAO qui a démontré qu'elle n'avait pas la capacité, la compétence de gérer ces dossiers et le remettre entre les mains du Conseil de paix et de sécurité, soit de l'Union africaine ou de l'ONU, à défaut. On va malheureusement terminer rapidement avec vous, rapidement. Tout à l'heure, le professeur disait que le Nigeria s'était rétracté. Mais si Bola Tinubu, le président Bola Tinubu a saisi le Sénat, c'est à cause des implications financières qu'une intervention militaire peut engendrer. Ce n'est pas pour d'autres raisons. Oui, ce n'est pas pour d'autres raisons. Oui, ce n'est pas pour d'autres raisons. Et puis la question que vous dites en sous-main, la question que vous n'avouez pas ici, c'est de fait de dire que l'intervention au Niger, c'est par procuration en faveur de la France. Mais quand vous parlez de la France, je sais que vous parlez de l'ex-Areva, mais en réalité, il faut que je vous le dise, la France ne prend que 10%, 10 à 15% aujourd'hui dans l'exportation de l'uranium en chose. Vous ne savez pas que... Au Niger, c'est la Corée du Sud, c'est la Chine. C'est la Chine qui exploite les millions. Je n'ouvre pas notre débat. Vous vous dites... Non, je vous informe qu'il y a eu un jugement. Est-ce qu'on peut laisser l'enseigner terminer? Est-ce qu'on peut laisser l'enseigner terminer, s'il vous plaît? Okay. Parce que je vous ai entendu plusieurs fois dire que c'est une guerre par procuration. En fait, c'est la France qui veut faire la guerre. Qui a dit? Bon, peut-être que toi, tu es nouveau sur ce plateau, mais c'est une guerre que la CEDEAO veut faire en faveur de la France. Et nous disons que la France n'est pas nécessairement le bénéficiaire de cette guerre, mais nous voulons que l'ordre règne. Vous voyez, c'est la France qui joue sa dernière carte au Niger. La CEDEAO ne joue pas sa dernière carte au Niger, c'est la France qui joue sa dernière carte au Niger. C'est quand même son point de vue, on va le laisser. La France utilise dans son exploitation nucléaire, c'est 24%. Mais 24%. Et 10 à 15%. Donc, il faut éluder la question de la France
qui doit intervenir au Niger, mais qui ne le fait pas, mais qui met en avant la CEDEAO. Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous croyez que la CEDEAO, la France peut manipuler le Nigeria? Je ne crois pas. C'est une convergence d'intérêts. Il s'agit d'une convergence d'intérêts entre la France et le Nigeria. C'est une opération de police contre des irrédentistes. Non, c'est une guerre, une agression contre un État. Ce n'est pas une opération de police. Bon, d'accord. Alors, messieurs, on va en reparler, c'est sûr. On va en reparler, c'est sûr. Merci, Oula. Lansine Bakayoko, merci. Merci, Jérôme Dri, Dr Bangali, messieurs. Merci. Cette émission a été réalisée par Arlène Poka. Je vous retrouve tout de suite pour le journal des 20h à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.